Bienvenue à Saint-Malo, la cité corsaire et station balnéaire de Bretagne. Saint-Malo est connu pour sa ville et ses remparts. Et pour la voir depuis la mer, je me trouve devant l'Étoile du Roi. C'est une frégate qui mesure 47 mètres, possède 3 mâts et 20 canons. À l'abordage, nous saillons. Saint-Malo intramuros, une petite cité de granit, bâtie sur son rocher et solidement campée derrière ses remparts. Une cité fière de sa longue histoire. Et pourtant, cette petite ville fortifiée est une ville ressuscitée. Il y a 70 ans, Saint-Malo n'est que ruines et cendres. Bombardée par l'artillerie et l'aviation alliée en août 1944, la ville intramuros est rasée à 80%. Quand les Américains bombardent intramuros, on sait qu'ils ont utilisé essentiellement des obus incendiaires. Donc l'idée, c'est bien de brûler la ville, c'était de faire griller les Allemands à l'intérieur. Sur les remparts au-dessus de la porte Saint-Vincent, qui est aujourd'hui l'entrée principale de la cité malouine, on peut découvrir 2 écussons en bois qui sont les emblèmes de la ville. Et on peut y lire la devise des ducs de Bretagne et de la cité, Potius Mori, Quam Federi, qui veut dire plutôt la mort que faillir. Et on a là toute la devise de cette ville réputée imprenable. Voici l'hôtel de Chateaubriand et de France. Il fut l'un des plus luxueux hôtels de tourisme à Saint-Malo il y a près d'un siècle. Juste à côté, une porte, rarement ouverte. L'écrivain François-René de Chateaubriand est né ici. Sa maison natale, typique du XVIIIe siècle.
La reconstruction de Saint-Malo s'achève en 1971, avec ce nouveau clocher, l'un des plus hauts de Bretagne. Encore quelques pas dans les ruelles, et Saint-Malo la secrète se révèle encore davantage. On va commencer par la seule partie de Saint-Malo qui n'a pas été détruite par les Allemands. Et
là, on se trouve cours de la Houssaye, où serait la soi-disant maison d'Anne de Bretagne. Cette île qu'on appelait Saint-Malo de l'Île, donc une vieille ville posée sur un rocher et donc qui est tournée vers la mer. C'est une véritable île à marée haute et uniquement accessible à marée basse. Donc les différents malouins de Saint-Malo travaillaient pour la mer, sur les mers, voire très loin vers des contrées lointaines. C'est le cas de Jacques Cartier. Un grand découvreur, effectivement, et puis il n'y a pas que des découvreurs, il y a aussi des gens qui font un peu la guerre, quoi. Voilà, on a ce qu'on appelle la guerre de course qui autorisait les corsaires, loin en l'occurrence, à capturer les bateaux ennemis sur les mers du monde entier. L'idée, c'était un système des 3 tiers sur les prises des différents bateaux. Un tiers revenait au roi, un tiers revenait à l'armateur et un dernier tiers à l'équipage et au capitaine. Ce qui fait qu'à un moment, il y a un quart de l'or en fait, du royaume qui se trouve à Saint-Malo. Tout à fait. Une fois que la guerre de course est terminée, que va faire Saint-Malo ? Alors on est donc au 19e siècle, donc là on a la période aussi des romantiques, on a Chateaubriand qui est né et enterré à Saint-Malo, et puis on a toujours la pêche à la morue. Jacques Cartier a découvert le Canada, donc Terre-Neuve, donc on a encore cette période de pêche à la morue qui va durer jusqu'au début du 20e siècle. Et encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'échanges. Oui, qui tout à fait, avec le Québec, oui, tout à fait. Pas que commerciaux d'ailleurs. Non, beaucoup d'échanges culturels. Tous les étés, on a des manifestations avec la Maison du Québec, qui est une association qui vit toute l'année. Après, Saint-Malo, effectivement, vit aussi du tourisme balnéaire, la période des bains de mer qui a commencé à la fin du 19e jusqu'à nos jours, avec la thalassothérapie, par exemple. Est-ce qu'on a relevé notre défi ? Oui, quand même, quelque part. Oui, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et notamment, effectivement, tout cet aspect maritime de Saint-Malo, sur lequel on insiste. Toujours tourné vers la mer, toujours. Oui. Merci Laurence. Je vous en prie. Alors moi je veux connaître la différence entre les corsaires et les pirates. Ah, le corsaire, c'est un soldat du roi. Il a une lettre de marque qui lui permet d'attaquer les bateaux ennemis de la France. Alors que le pirate, lui, c'est un bandit. C'est un bandit qui attaque tout ce qui bouge du moment qu'il y a de l'argent à prendre, des choses précieuses à bord. Face à Saint-Malo, des forts semblent encore veiller sur la cité. Conçus par Vauban, ils ont été construits par Siméon Garangeau, l'un des meilleurs ingénieurs du royaume. Voici d'abord le fort national. Se dresse le fort du Petit B. Pour défendre Saint-Malo, il était armé d'une vingtaine de canons. À ses côtés, l'île du Grand B, où repose Chateaubriand. Plus loin en mer, Fort Harbour. Au total donc, 3 forts, construits sous le règne de Louis XIV, lorsque Saint-Malo était un port stratégique sur la côte atlantique. 3 forts imposants.
Saint-Malo aurait pu devenir une ville nouvelle, moderne, de l'après-guerre. Bien au contraire. Elle a retrouvé sa silhouette ancienne, son unité, ses façades de granit. Les maisons classées monuments historiques ont même été rebâties à l'identique. En priorité, ces hôtels particuliers, propriété des riches armateurs du XVIIIe siècle. Toute cette façade a été refaite à l'identique. Il ne restait plus grand-chose. On voit d'ailleurs à l'angle de ces hôtels des pierres plus sombres qui sont quelques éléments récupérés, très peu finalement. Les monuments historiques ont entrepris de numéroter les façades, de les déposer et puis de se servir des pierres numérotées pour reconstituer, soit en remettant les pierres anciennes, mais ce qui n'était pas toujours possible, mais soit pour avoir les gabarits, les dimensions exactes, les cotes précises, pour refaire ça aux mêmes dimensions qu'au XVIIIe siècle. Une exception ici, l'hôtel d'Asfeld. C'est l'un des rares hôtels particuliers épargnés par les obus. Un témoin particulièrement précieux. Les remparts de Saint-Malo datent de la fondation de la ville au XIIe siècle. Plus tard, au XVIIIe, on décide de les agrandir selon les plans de Vauban pour accueillir le nombre croissant d'habitants. Du haut des remparts, la vue est tout simplement unique. On dit que c'est la promenade favorite des Malouins. Les Malouins, les Malouines venaient ici guetter les navires quand ils revenaient pour savoir quelle bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ils pouvaient porter éventuellement. Ouais, les Malouines venaient attendre leurs amoureux. Voilà, leurs hommes qui partaient en mer pour des voyages quelquefois de plusieurs années.